Bonjour à tous, je viens tout juste de terminer de charger ma caméra pour réaliser cette vidéo que je voudrais faire à propos de ce qui s'est passé hier. Je parle de l'attentat terroriste qui a encore une fois endeuillé la France. Écoutez la vie d'un professeur d'histoire-géographie, voilà, qui était père de famille, qui aimait son travail et qui enseignait l'histoire, la géographie et l'éducation civique, entre autres, à des adolescents au collège. Depuis ce matin, j'ai pas mal d'informations qui me sont venues en lisant la presse française, belge ou suisse. Et j'ai notamment appris que voilà, ça faisait plusieurs années apparemment que ce professeur faisait cela, c'est-à-dire montrer des caricatures à des collégiens, des caricatures du prophète Mohammed. C'est la raison pour laquelle il a été assassiné effectivement. Voilà. Et en fait, il montrait ces caricatures dans le cadre d'un cours d'éducation civique par rapport à un sujet précis qui est la liberté d'expression à destination des enfants. Voilà, cette liberté d'expression qui lui a coûté la vie. Alors on pourrait déjà se demander pourquoi le cours de cette année a abouti au fait qu'il s'est fait tuer par un terroriste islamiste tchétchène de 18 ans qui l'a décapité et qui apparemment, de ce que je viens de voir sur BFM TV à l'instant, avait le statut de réfugié. Il a bon dos le statut de réfugié parce que dans l'imaginaire collectif, réfugié ça signifie il a fui son pays. Il a fui un endroit pour aller vers autre chose. Et on se dit souvent, tiens, il a fui, c'est que les victimes qui fuient. Ce n'est pas des oppresseurs, ce n'est pas des agresseurs. Fuir, c'est un comportement de victime. Voilà. Et finalement, il s'est avéré qu'effectivement, il s'est fait tuer par un bourreau au statut de réfugié, de réfugié victime. Voilà, donc pourquoi ce prof s'est fait tuer cette année? Pourquoi ça s'est mal passé cette année? Tandis que ce prof a pu rester en vie après le même type de cours l'an dernier où il aurait déjà montré ses caricatures du prophète Mohammed, ou même encore il y a 2 ans, il y a 3 ans. Pourquoi? Eh bien, ce qui a changé, en fait, c'est une mobilisation de certains musulmans sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à apparemment un membre du Conseil des imams de France, ou bien voilà, le père musulman d'une élève qui a assisté au cours, qui se prétend ainsi, mais encore une fois, j'ai vu à la télévision qu'apparemment, en réalité, sa fille n'avait pas assisté au cours, mais voilà, il avait besoin de faire de l'esbrouf et il a pu prétendre effectivement que c'était sa fille qui avait participé à ce fameux cours où elle aurait été choquée effectivement. Et donc, il y a eu des appels sur les réseaux sociaux de musulmans pour obtenir la démission de ce prof pour le crime d'avoir montré des dessins du prophète Mohammed qui ont déjà été publiés par Charlie Hebdo. Alors, je vais vous dire une chose. Je ne dis pas que ces musulmans qui ont appelé à la démission de ce prof, musulmans locaux, je pense, voulaient sa mort. Je veux bien croire qu'ils ne la voulaient pas. Mais comparé à ces dernières années où les terroristes du Bataclan ou autres, vous savez, les terroristes qui ont endeuillé la France ces dernières années, soit ils faisaient partie d'un réseau terroriste, ou alors c'était des loups solitaires comme on dit, mais une action solitaire toujours motivée idéologiquement par le discours d'une organisation étrangère. Et d'ailleurs, le terroriste là qui a tué ce professeur, apparemment, voilà, il avait prémédité, il avait annoncé de façon préméditée sur des supports qu'ont retrouvés les enquêteurs, le fait voilà, qu'il allait effectivement tuer ce professeur. En tout cas, voilà, je voudrais dire que c'est pas de ça dont je voulais parler, mais ce que je voulais dire précisément, c'est que contrairement à ces autres modes opératoires, là on a quelque chose de très particulier puisqu'en fait l'information qui est arrivée aux terroristes de ce professeur qui enseignait dans une salle de classe, en fait elle vient de musulmans en France, parents d'élèves religieux, islamistes, qui se sont plaints de ce professeur, dont un qui le qualifiait de voyou, alors que son boulot c'est de transmettre le savoir. Et ce professeur s'est senti menacé ces derniers jours, il n'a pas eu suffisamment le soutien espéré de sa hiérarchie. Il y avait même une rumeur comme quoi dans son collège, voilà, il serait islamophobe. Hein, donc vous savez, aujourd'hui quand on est frappé de ce genre d'anathème, surtout pour un professeur, je veux bien le croire, dans un milieu comme l'école, un milieu effectivement qui est préservé voilà, de tout sujet polémique, politique, et qui voudrait qu'effectivement on excommunie les gens qui sont frappés de quelque chose phobe ou de racisme ou de xénophobie, vous voyez, parce que l'école c'est le monde de l'universel. Et donc effectivement toute cette information, cette cabale est tombée jusqu'à l'oreille d'un djihadiste solitaire voilà, du coin. Et c'est hélas un fléau très inquiétant en fait en France parce que face à un ennemi comme ce jeune Tchétchène apparemment de 18 ans qui a tué le professeur,
En fait, en France, on est face à un ennemi qui est le total contraire des codes comportementaux des criminels classiques. Parce que si vous voulez, en fait, quand on a affaire à des criminels, en fait, si vous voulez, les criminels djihadistes terroristes, déjà, ils condamnent des actions totalement innocentes dans le monde occidental. Il y a des crimes assez universels dans le monde, vous savez, voler la propriété de quelqu'un d'autre, tuer quelqu'un d'autre, c'est une chose. Mais là, en France, les djihadistes s'attaquent à des journalistes ou un prof menacé ou même tué, voilà, pour avoir montré ou été associé au fait de montrer des dessins de caricature. Ils s'attaquent à des policiers, des militaires qui ne sont même pas allés sur des théâtres d'opération à l'extérieur, c'est juste des policiers militaires qui sont en France, mais ils sont attaqués dans le dos, vous savez, poignardés, tués de façon aléatoire par des djihadistes, parce qu'ils symbolisent l'état mécréant de la France pour ces djihadistes. Et je ne vous parle pas de tous ces attentats qui ont visé des gens au hasard, qui eux, carrément, juste ils assistaient à un concert, ils regardaient un feu d'artifice. Bref, on a un ennemi de base, si vous voulez, terroriste, qui peut attaquer vraiment tout le monde en France. Et c'est déjà compliqué, contrairement à la criminologie classique, où le voleur s'attaque à une personne précise pour la voler, une personne se venge de quelqu'un d'autre qui lui avait déjà fait du mal. Là, vraiment, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à moi, ça peut arriver à vous. L'autre, effectivement, gros souci avec ces gens-là, c'est qu'en fait, on ne les reconnaît pas, parce qu'ils sont lâches, ils n'ont pas d'uniforme militaire. Ça peut être n'importe qui parmi les musulmans, aussi minoritaire soit-il parmi les musulmans majoritairement qui ne sont pas des islamistes, des djihadistes. Je suis navré de le dire, mais il y a quand même des millions de musulmans partout en France. Moi, je peux comprendre la peine de musulmans qui pensent que des gens les regardent de travers au lendemain de chaque attentat. Moi-même, en tant qu'arabe, je sais que je peux subir des regards, par exemple à cause de racailles arabes ou de terroristes arabes qui font l'actualité. Mais à un moment donné, vous êtes des millions de musulmans sur le territoire. Et un partisan du djihad parmi vous peut, durant des années, cacher ses convictions dans son coin. Et subitement, voilà, il peut passer à l'acte. Et à chaque fois, je suis désolé, tous ces terroristes, ils disent Allahu Akbar, ils prétendent tous agir en tant que musulmans, ils prétendent tous agir au nom de l'islam, ils prétendent tous agir pour le prophète Mohammed ou pour Allah. Et je suis désolé, mais à force, la plupart des gens, ils se disent le prochain terroriste djihadiste, ce sera quelqu'un parmi des musulmans. Ils se disent, mais attends, ce terroriste lui-même, il se prétend musulman. Je veux dire, à un moment donné, en France, quand on a un néo-nazi qui dit qu'il est néo-nazi, ben là, il n'y a pas de souci, tous les psys, tout le monde le croit. Quand un terroriste djihadiste vous dit que sa conviction, c'est l'islam, pourquoi là, tout d'un coup, on va dire, non, mais il a un délire psychiatrique, on ne le croirait pas, c'est un peu trop facile. Et alors, je suis désolé, le prochain terroriste djihadiste, beaucoup de Français s'attendent à ce que le dénominateur commun de ces gens qui sont discrets et qui agissent lâchement, c'est qu'effectivement, ils partagent la foi musulmane. Voilà, c'est pas un membre de la communauté inuit chamaniste et c'est pas un membre de la communauté chinoise bouddhiste de Belleville. Voilà, l'islam en France crée effectivement beaucoup de problèmes. Selon moi, cette idéologie crée plus de problèmes dans le monde occidental qui n'apporte de bienfaits. Les gens regardent de travers l'islam de plus en plus parce que l'actualité fait en sorte qu'on parle plus en mal de cette religion qu'en bien. Donc les gens, ils regardent de travers effectivement cette religion de la même façon que moi aussi je peux dire, j'en ai marre, à chaque fois que dans l'actualité des Arabes commettent des attentats ou agressent des gens en meute de racailles, ben, c'est l'image des Arabes en général qui en pâtit. Voilà, je vis avec ça moi aussi. Bref, je disais donc que l'assassin du professeur, il n'avait pas besoin d'uniforme de soldat. Comme je vous le dis, ces terroristes-là, ils peuvent sortir avec leurs vêtements habituels. Ils n'ont pas besoin de passer chez l'armurier, vous voyez. Ils peuvent prendre un couteau de boucherie dans leur cuisine, le cacher sous leur blouson, se mettre au volant de leur voiture. Donc en fait, tout propriétaire de couteau de cuisine ou de voiture est potentiellement l'usager de quelque chose qui en réalité est une arme pour un djihadiste. C'est ce qui rend cet ennemi encore plus invisible, vous voyez. Et enfin, on a un ennemi quand même qui est irrationnel, stupide. Il a tué le prof, ce terroriste, il l'a décapité. J'ai vu le véritable tweet non flouté de la tête de ce prof. Donc le texte de ce tweet est explicite.
Ce terroriste se pense musulman. Il agit bien au nom du prophète Mohammed. Il appelle Macron le dirigeant des infidèles. Il se qualifie de serviteur d'Allah. Il nous menace encore. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour ne pas voir de lien entre l'islam comme motivation idéologique pour ce terroriste et la décapitation de ce professeur? Je vous mets d'ailleurs en lien de cette vidéo une de mes vidéos que j'ai publiées il y a environ 2 ans et demi, dans laquelle je fais la liste des principaux versets du Coran qui peuvent servir de motivation pour un individu qui veut devenir djihadiste, haïr les mécréants et même les attaquer, les tuer. Le lien est en description de vidéo et à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien sur lequel cliquer. Donc ce terroriste réfugié immigré, selon moi, il ne doit pas jeter l'anathème sur l'immigration tout court, car souvent, et c'est un truc dont je voudrais vous parler parce que j'ai beaucoup entendu ce mot hier, on a beaucoup parlé d'immigration. Immigration, on peut déplorer effectivement qu'il y a trop d'immigration en France ou une immigration pas adaptée et surtout une certaine immigration qui peut être dangereuse et un risque culturel et sécuritaire, je l'entends bien, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens parlent de l'immigration tout court par rapport à cet attentat comme un mot déguisé pour ne pas parler de théologie. Parce que l'islam, je suis désolé, c'est plus une question de théologie, d'idéologie, qu'une question d'immigration. Immigration au sens de déplacement d'une région à une autre. C'est purement technique l'immigration. En plus, la plupart des musulmans, maintenant en France, ils sont nés en France, génération après génération. Donc la question de l'islam va au-delà de la question de l'immigration tout court, même si je suis d'accord que nos politiciens français n'ont fait que 2 mauvais choix entre le fait de faire construire des mosquées sur tout le territoire et derrière d'y faire venir des imams venant de l'étranger, je suis d'accord. Mais en tout cas, à la limite, on peut poser la question de certaines immigrations, pas d'un point de vue du faciès, pas d'un point de vue, de l'apparence, mais du point de vue culturel. Or, en France, j'ai l'impression qu'on gère toujours l'immigration en termes de coûts financiers ou sur un plan quantitatif, mais jamais l'immigration sur un plan qualitatif, car c'est tabou. Parce que je m'excuse, mais l'épouse italienne d'un Français qui vit par exemple ici actuellement en France avec son mari français, pourquoi devrait-elle entendre que l'immigration tout court est un risque de djihadisme? Elle y est pour rien. Son modèle culturel très étranger à l'islam, à l'islamisme, à tout ce que vous voulez, et sans doute pour rien. Idem pour les millions de catholiques d'origine polonaise, portugaise ou espagnole, qui représentent statistiquement 0% de risque djihadiste pour la France et qui sont culturellement compatibles avec le bassin occidental, voilà, européen, français. Idem pour l'immigration bouddhiste chinoise de Belleville, 0 risque djihadiste là encore, de ces gens qui sont d'humbles travailleurs, discrets, qui éduquent bien leurs enfants qui ne traînent pas dans les rues, qui ne remplissent pas nos prisons, qui n'agressent personne. Là, je viens de vanter certains types d'immigration. C'est pas la peine de me dire « Ah, mais tu sous-entends que tel autre... » Laissez-moi vanter des immigrations dont je peux constater effectivement qu'elles s'assimilent bien dans ce pays, qu'elles ne posent pas de problème. Et par contre, il y a d'autres modèles culturels nés à l'étranger qui se sont enracinés en France, qui causent plus de problèmes à la France, beaucoup plus statistiquement, même si ça représente des minorités, en France ou chez nos voisins européens. Toujours les mêmes, j'ai même pas besoin de vous dire de quel modèle culturel ou religieux il s'agit, je vous cite des exemples de problèmes, tout de suite vous allez visualiser de quoi je parle. Si je vous parle de problèmes dans l'actualité avec la laïcité française, avec le refus d'entendre des contenus de cours, avec les droits des femmes, avec le séparatisme sexuel dans l'espace public, dans des cafés, avec des demandes de prière dans le monde de l'entreprise, avec la question de port de signes religieux, avec la question de port de signes religieux pour les enfants, avec le risque sécuritaire territorial, avec le problème de la liberté d'expression de la presse et les menaces, avec le modèle culturel des agresseurs des femmes de Cologne. Alors, vous pensez à quel modèle culturel, à quelle religion si je vous cite ça? Arrêtons de faire les hypocrites un peu. Je suis gentil de dire arrêtons, je m'inclus dedans, je devrais même pas m'inclure dedans. Je parle pas du chamanisme inuit, je parle pas des adeptes du karma qui viennent du Vietnam et de Thaïlande et qui s'installent en France. Si vous faites venir dans notre pays des gens
venons d'un modèle culturel misogyne, homophobe, antisémite, mécréanophobe. Mais vous plaignez pas si derrière, ça augmente dans notre pays la misogynie, l'homophobie, les attaques contre les mécréants, l'antisémitisme. C'est du bon sens. Je voudrais enfin finir en vous décrivant l'après, moi, qui m'inquiète, le lendemain qui nous attend et qui me fait peur. C'est malheureux à dire, je ne devrais pas le dire, j'ai pas envie de le dire, mais en fait, j'en viens à comprendre, par anticipation bien sûr, les professeurs de collège qui ont des enfants, les leurs, hein, en tant que géniteurs, ils ont des enfants, qui ont une famille, qui ont un époux, une épouse, qui ont même leur propre vie à protéger avant tout. Ces professeurs qui dorénavant pourraient avoir peur de montrer ces caricatures en classe à cause de ce qui vient de se passer à Conflans-Sainte-Honorine à ce pauvre professeur d'histoire. Peut-être ils avaient prévu d'en parler de ces caricatures dans ces prochains jours et finalement, voilà, ils vont finalement presque tous se retenir ou tous se retenir. Ne m'en veuillez pas de dire que je les comprends. J'aimerais bien qu'ils aient tous le courage effectivement d'en parler, et même pas au-delà du courage, du bon sens civique, parce qu'effectivement pour moi ça fait partie de l'histoire de France. Ce qui se passe avec ces caricatures, il faut en parler à des élèves dans le cadre de cours d'éducation civique. Mais ne m'en veuillez pas en tout cas de chercher à les comprendre et de dire que c'est ma crainte, et je les comprendrai dans l'absolu s'ils ont peur. Moi-même, regardez, je vis en France caché dans mon propre pays depuis des années. Mes plaintes à la police n'ont servi à rien. J'ai essayé d'alerter l'État sur mon sort. Ça n'a rien donné. Donc je me protège par moi-même. Je me sens un peu la légitimité, voilà, de comprendre tous ces gens qui hésitent et ont peur et préfèrent se taire quand je sais effectivement tout ce que ça coûte au quotidien dans sa propre vie, quoi. Pour approfondir mon cas d'ailleurs, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, regardez, vous connaissez combien d'ex-musulmans natifs de France qui osent montrer leur visage et critiquer l'islam, critiquer les textes islamiques? Il y a moi, citez-en d'autres. Voilà, plein d'autres peut-être veulent le faire mais n'osent pas à cause des menaces qu'on reçoit. Voilà, j'ai dû déménager plusieurs fois, je sais ce que ça signifie fuir son domicile, être discret pour sa sécurité. Il y a une ex-musulmane qui m'avait rejoint dans ce combat il y a quelques années, qui avait commencé à faire des vidéos. Elle a reçu tellement de menaces que finalement elle a été obligée de déménager, de faire un démenti vidéo en disant bon qu'elle regrettait. Elle est partie dans un autre pays, voilà, je ne vous dirai pas quel pays. Donc je comprends les autres apostats qui ont peur et qui hésitent effectivement, ce qui fait qu'on est très peu nombreux à l'échelle de la planète et encore tellement moins en France à le faire. Et de la même manière, je comprends les autres professeurs qui pourraient avoir peur, voilà, de montrer ces caricatures s'il devait arriver ce qui vient d'arriver là de la même façon. C'est-à-dire qu'il suffit que des élèves s'offusquent, même si ces élèves ils ne veulent pas forcément le mal de ce prof, mais déjà en tant que tel, ces élèves, ils en parlent à leurs parents, les parents en parlent à des amis, etc. Ça peut vite tomber dans l'oreille d'un seul mec qui a des idées de djihadistes, et voilà, et on aboutit à une décapitation. Donc c'est malheureux quoi. Il suffit de musulmans qui se mobilisent sur internet pour demander la démission d'un prof. Aucun de ces musulmans sans doute ne voulait sa mort en direct, il voulait sa démission. Déjà effectivement moi ça m'offusque. Et cet appel, voilà, est tombé jusqu'à un musulman qui avait envie effectivement de venger le prophète Mohammed, qui était hors des radars de l'État. Normal, il y a peut-être presque 10 millions de musulmans dans ce pays. Tout le monde n'est pas surveillable. Et c'est ça qui crée un risque, justement. Et encore une fois, je comprends voilà, cette peur, malheureusement. Et j'aimerais que des gens l'affrontent, j'aimerais que des gens aillent au-delà. Et c'est très difficile. Je sais ce que ça coûte voilà, dans le quotidien. D'ailleurs, je vais vous dire, la plupart des journaux, ils publient presque jamais, pour ne pas dire jamais, par exemple des travaux critiques envers l'islam lorsqu'il s'agit d'aborder la question d'attentats terroristes djihadistes dans ce genre, c'est rarissime, ou même des caricatures sur l'islam. Ils ont peur depuis Charlie Hebdo, voilà. Il y a des journalistes télé et papier qui m'ont déjà dit en privé que leurs rédactions ont peur. Ils préfèrent interviewer des imams après des attentats à commenter, et encore une fois aujourd'hui je l'ai vu également, genre avec l'imam Oubrou, plutôt que d'interviewer des gens opposés à l'islam. Voilà. Et c'est terrible parce que la pluralité des opinions, cette agora intellectuelle et politique qu'est la télévision, elle devrait faire sauter ce tabou, voilà, du fait que, je suis désolé, ce djihadiste qui vient d'agir comme tous les autres, ils tirent leur motivation de la religion islamique.
c'est eux-mêmes qui le disent. C'est le dénominateur commun. Si vous voulez, s'il y a une femme en France qui a peur de son ex-mari violent, par exemple, il y a une décision de justice qui fait que cet ex-mari violent, il ne peut plus venir dans son département. Ou alors elle a changé de pays. Ou alors l'ex-mari violent, il est en prison. Elle sait qu'il ne peut plus lui nuire. Et en tout cas, elle peut mettre un visage unique, un nom, sur cette personne. Mais là, le problème, effectivement, je vais conclure là-dessus dans cette vidéo, de ce qui vient de se passer là, à Conflans-Sainte-Honorine, en fait, c'est que quand vous montrez une caricature en votre nom, avec votre visage, de professeur devant des élèves, de blogueur, de journaliste dans un journal, eh bien en fait, vous avez un lieu de vie qui peut être connu aujourd'hui avec Internet, un lieu de travail, et aujourd'hui tout va très vite. Et le problème, c'est que là, en fait, si vous voulez, si vous faites ça et que vous devenez menacé, eh bien vous devez vivre chaque jour en permanence en vous demandant quand est-ce que ça va tomber? Ce sera qui? Vous avez un ennemi impersonnel et c'est ça le pire justement. C'est pas comme cette femme qui a divorcé de son mari violent qui a un ennemi personnifié et personnel dont je n'amoindris pas évidemment le danger, je ne veux pas faire de comparaison entre les deux, mais c'est ça le pire danger finalement avec cette question des caricatures du prophète Mohammed, c'est en fait qu'en permanence, vous ne savez pas quand ça va tomber. Vous vous dites pourquoi ce barbu en djellaba devant mon école, il est là, il attend. Vous vous dites pourquoi ce barbu, pourquoi ce gars-là, il me regarde de travers dans le bus. C'est un risque permanent et impersonnel. Le djihadisme en France est un risque permanent, impersonnel, qui peut toucher tout le monde. Même si vous vous pensiez à l'abri, vous vous dites « mais je ne suis pas islamophobe, je vais juste à un concert. Mais je ne suis pas islamophobe, je regarde juste un feu d'artifice. » C'est ça finalement qui fait que ce danger est vraiment terrible. Le fait qu'il soit impersonnel et qualitativement important, c'est terrible. Voilà. Et ce professeur, en fait, qui devait être passionné, idéaliste, qui était décrit par des gens qui le connaissaient, j'ai vu ça à la télévision, comme quelqu'un qui voulait sensibiliser les ados à la liberté d'expression, qui croyait en son travail. Voilà, subitement, un djihadiste inconnu, il a l'information comme quoi ce professeur a montré des caricatures, il veut passer à l'acte, ce risque était impersonnel, permanent pour ce professeur, inédit parce que ce professeur n'imaginait peut-être pas effectivement qu'il devait prendre des précautions à ce point, qu'il ne pouvait pas juste sortir de l'école et marcher tranquillement et puis pouvoir rentrer chez lui, voilà. Et il avait un ennemi qui l'a décapité, mais jusqu'à la dernière seconde, et sans doute même jamais, il n'a su ni son nom, ni son visage, peut-être au dernier moment, effectivement. Voilà, et il est tombé dessus. Il ne sait pas quand ça va lui tomber dessus. Il ne sait pas à tout moment quand ça peut lui arriver. C'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, je comprends effectivement la peur de plein de gens de publier ces caricatures. Mais en fait, c'est terrible parce qu'il faut avoir le courage de les montrer. Il faut avoir le courage d'être de plus en plus à les montrer, à assumer de les montrer. C'est facile pour des politiciens vous savez, de dire on a le droit de publier ces caricatures, mais qui eux-mêmes ne les publient pas sur leur compte et qui ont des gardes du corps, qui sont surveillés en permanence. C'est plus difficile effectivement pour un professeur, c'est peut-être plus difficile pour un citoyen lambda. Voilà. Et c'est ça finalement le pire. Ayons une petite pensée pour la famille et les proches de ce courageux professeur qui symbolisait tout le contraire de son assassin. Il symbolisait le courage d'avoir un visage déjà et d'assumer sa pensée, pas un lâche qui attaque par derrière, vous voyez, sournoisement. Je déteste ces gens-là. Il symbolisait la transmission du savoir. C'est ça la matière de l'histoire, c'est la transmission du savoir. Il symbolisait la fierté de la France et de ses valeurs. Voilà. Franchement, c'est terrible de se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de devenir la France? C'est un pays où des terroristes islamistes assassinent des gens qui blasphèmeraient, j'ose dire, puisque effectivement je ne reconnais pas le blasphème, le prophète Mohammed. Pour un pays occidental, moderne et technologique, je trouve ça navrant, voilà, qu'en France, on parle beaucoup de blasphème, d'excision, de certificat de virginité. Franchement, on devrait vraiment parler d'autre chose. C'est pas normal. Vraiment, on régresse. C'est le Moyen-Âge.